Bonjour, bonjour mesdames, bonjour à tous. Je vous propose qu'on laisse passer encore une petite minute pour laisser à tout le monde l'occasion, le temps de se connecter. Les gens arrivent au fur et à mesure et nous commencerons à 14h02 et pas à 14h comme prévu. Merci à toutes nos intervenantes d'être là et nous allons commencer bientôt. Alors, nous laissons le temps à tout le monde d'arriver. Merci à toutes d'être là, mesdames, et merci au public qui est présent aussi. Nous allons donc commencer. J'avais annoncé 14h02. Il est 14h02. Eh bien, merci. Merci de nous rejoindre pour cette webconférence intitulée « Avoir plus de 60 ans en 2021, c'est comment ?» Cette webconférence est organisée par la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du Doubs et du Jura, que je remercie. Avant de commencer, un petit mot sur la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Acteur de l'économie sociale et solidaire, la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté participe au maintien d'une protection sociale solidaire et à l'évolution de notre système de santé. Nos principales missions sont de représenter et de défendre le mutualisme, mais aussi de construire et animer des actions de prévention pour permettre à tous d'être acteurs de sa santé. Quant à moi, je suis Cyrielle Fauvet, je suis responsable de projet prévention à la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté et je serai votre animatrice lors de cette webconférence. Quelques petits détails techniques aussi avant de commencer. Pour les personnes qui assistent, vous avez à droite de votre écran un onglet chat et un onglet questions. Alors, je vois que dans le chat, vous êtes déjà en train de vous saluer et je vous salue également. N'hésitez pas, lors de la webconférence, à laisser vos commentaires et puis à poser vos questions dans l'onglet questions. Revenons au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et avant de donner la parole et de présenter nos intervenantes, quelques petites remarques et précisions. Il n'est sans doute pas nécessaire de vous rappeler que les 15 derniers mois ont été rythmés par de nombreux confinements, couvre-feu, attestations, gel hydroalcoolique, masques et autres réjouissances. Bref, nous avons traversé collectivement une crise sanitaire d'ampleur. Et on s'est demandé l'impact que cette crise sanitaire avait sur vos vies, à vous, seniors, et ce que ça signifiait de fait d'avoir plus de 60 ans en 2021. Alors, ça signifie avoir passé de nombreux confinés comme toute la population, mais aussi, comme souvent entendu dans les médias, c'est avoir été pointé du doigt comme faisant partie d'une population responsable des confinements généralisés, mais aussi entendu également dans les médias comme faisant partie d'une population qu'on cherche à protéger du danger du virus, en oubliant parfois de prendre votre avis. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est vous donner la parole à vous pour vous entendre, vous écouter sur vos vécus, vos ressentis de cette longue crise sanitaire que nous traversons. J'ai donc le plaisir de donner la parole à Fabienne. Bonjour Fabienne. Ces dames m'ont autorisée à vous donner leur... Bonjour Fabienne. Bonjour à tous. Je suis autorisée à vous donner leurs âges. Donc Fabienne habite dans le Jura et vous avez 69 ans, Fabienne. C'est cela. À vos côtés, René. Bonjour René. Bonjour à tous et à toutes. Vous habitez dans le Doubs et vous avez 70 ans. Exactement. Et enfin, Denise. Denise du Doubs également, qui a 92 ans. Merci Denise d'être là. Et enfin, pour nous accompagner pour cette heure et demie, j'ai le plaisir de vous présenter Magali Bonnet, maître de conférence et psychologue. Bonjour à toutes et à tous.
Merci à toutes les 4 d'être là. Je vous propose qu'on commence et je vous le répète, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Nous aurons un temps pour répondre aux questions à la fin, mais si elles peuvent être implémentées tout au long de la webconférence, ce sera avec plaisir. Et donc, la première question que je vais vous adresser, je vais vous l'adresser à toutes les 3, mesdames retraitées, c'est « Comment allez-vous » Et je vais vous poser la question en premier, Fabienne. Comment allez-vous en ce Ben, on 31 va mai? bien. On va très bien, surtout avec le soleil, là, on était très impatients. Donc, tout va reprendre. La vitalité va revenir. Merci. Et vous, René, vous allez bien? Eh bien, je vais très bien. Je vais pouvoir continuer à marcher dans les bois avec ce beau soleil. C'est exact. Ce soleil qui nous fait un peu de concurrence, il faut bien le dire aujourd'hui, et on remercie toutes les personnes présentes d'avoir préféré notre compagnie à celle du soleil. Et vous, Denise, comment allez-vous? Denise, n'oubliez pas de rallumer votre micro avant de prendre la parole. Nous avons perdu Denise qui a dû couper sa caméra. Denise, si vous nous entendez, voilà. Allez-y, Denise, comment allez-vous? Enfin, ça va, on va aller. Hein. Il faut. Oui. Non, mais Alors, d'accord. Sachez, Denise, que vous avez, par une mauvaise manip, coupé votre caméra. Alors, n'hésitez pas à la rallumer. L'onglet se trouve juste à côté de l'onglet du micro. Mesdames, nous continuons. Et ma première question dans le vif du sujet, c'était de savoir ce que le Covid et le contexte sanitaire long ont modifié dans votre quotidien. Je parle ici de changements positifs ou négatifs. Et René, je vous invite à prendre la parole en premier. N'oubliez pas votre micro, René. Ah, le stress nous fait faire des bêtises. Donc, le premier confinement n'a pas été traumatisant pour moi et mon mari. L'inconvénient majeur a été la suppression de toutes les activités sportives organisées, avec le manque, bien sûr, des copines, avec le manque des participants. Bon, il est toujours difficile quand même de faire de la gymnastique tout seul, surtout pour faire, par exemple, des exercices de cardio ou des étirements. Pour moi, c'est très difficile de le faire toute seule. Et puis, j'ai regretté aussi la fermeture des cabinets d'orthophonie et de kiné pour la prise en charge de ma maladie. Bon, néanmoins, le principal aspect positif a été que nous avons eu la visite de mon fils toutes les semaines. Il avait absolument voulu prendre en charge nos courses car il redoutait le virus pour nous. Et puis, dans le village, enfin dans mon lotissement, une solidarité s'est manifestée entre les voisins. Tous les matins, mon pain se trouvait sur le pas de ma porte. Donc, c'était quand même très appréciable. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire en plus nous avons découvert aussi l'intérêt des nouveaux outils informatiques comme le Zoom, le WhatsApp, ce qui m'a permis de voir mes petits-enfants et puis de discuter avec eux. J'ai apprécié aussi ma maison, d'être dans une maison, parce que là, je pouvais quand même sortir. Et puis, comme j'habite, excusez-moi, j'habite en bas d'une colline, donc je pouvais aisément faire les 1 kilomètre dans la colline tous les jours. Donc, j'étais vraiment... Et puis en plus, il faisait très beau pendant cette période. Donc, je pouvais sortir quand même tous les jours. Et puis, il y a une chose aussi que j'ai remarqué, peut-être vous aussi, il y avait le silence. Il y avait plus de bruit de fond. On entendait les oiseaux chanter. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié ces moments-là. Voilà. Et Merci. puis, Merci, René. voilà, oui, c'est tout ce que je pourrais vous dire pour l'instant. J'entends que vous m'avez parlé essentiellement du premier confinement. Ah oui.
Est-ce que votre vécu est identique pour tous ceux qui ont suivi de confinement? Ben, pour le deuxième et troisième confinement, il y avait quand même une lassitude, l'absence de perspective de vie familiale, de vie sociale euh, et amicale, bien sûr. Donc là, ça commençait à nous manquer. Et puis, j'ai également ressenti une violence dans le report de l'intervention chirurgicale intracérébrale qui avait été planifiée pour le début du mois de novembre. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en suis toujours à attendre. Donc, c'est sûr que c'est très stressant pour moi. Et puis, voilà. Sinon, depuis début novembre, j'ai pu bénéficier des soins de kiné et d'orthophonie qui avaient été arrêtés au mois de mars 2020. D'accord. Et puis du Merci. fait oui, excusez-moi, je fais partie également du réseau sport santé. Alors j'ai donc pu continuer donc à faire de la marche nordique, de l'aquagym avec des coachs, enfin avec des moniteurs. Donc ce qui m'a fait beaucoup de bien. D'accord. Je vous remercie pour tous ces détails sur votre vie, René. Je vais passer la parole à Fabienne avant de vous laisser intervenir, Madame Bonnet. Fabienne, les impacts positifs ou négatifs des confinements. Je vous remercie. Bon, ben, c'est un peu comme René. Le premier confinement, ben, c'était une découverte un peu. Il faisait très beau, on s'est retrouvés face à nous-mêmes et c'était pour moi une nouvelle aventure presque. Et puis on pensait que ça allait pas durer. On pensait aussi que c'était pas mal, on faisait attention à notre santé plutôt qu'à l'économie. Donc ça nous a surpris. Et on a marché à fond dans cette découverte en fait. Et comme René, pareil, on a utilisé les outils contemporains. Et là, je pense que c'était très intéressant. J'ai profité du jardin, parce que j'habite aussi à la campagne. On a découvert avec mon mari les murs en pierre sèche, on a fait le tour. Pas tout à fait, mais c'était physique. Je marchais beaucoup dans le jardin, je faisais mes kilomètres tous les jours dans le jardin, de la gym en visio avec une copine, et j'ai fait aussi de la danse tous les jours en visio avec des professeurs de Montpellier, 2 heures tous les jours toute seule, et 1 heure le mercredi, 1 heure avec mon mari en couple. Et c'était une expérience très intéressante, des outils nouveaux. Donc tout ce premier confinement était assez une découverte de soi-même aussi, parce que j'aime beaucoup les gens, les voisins et tout ça, et je me suis un peu repliée sur moi-même et c'était assez intéressant, j'avoue, et on pensait que c'était provisoire. Et puis comme René, pardon, toujours le contact avec les enfants par visio, un peu les amis aussi, avec les WhatsApp, etc., etc. Donc se mettre au courant des nouvelles technologies. Je m'occupe du foyer rural, donc je m'occupe beaucoup du site. Pareil, j'ai fait des choses pour essayer de lancer les gens adhérents à ces nouvelles technologies. C'est pas évident, on n'est pas tous égaux par rapport à l'outil. Et ça, je trouve que c'est très dommage. Et je pense qu'il va falloir qu'on s'y mette ardemment, très rapidement. Le deuxième confinement, un peu plus dur, je dirais. Déjà parce que ma maman avait 98 ans, elle est aveugle, elle était aveugle, elle est toujours. Et donc, elle a mal supporté le fait de ne pas avoir de projet. En EHPAD, pas de visite. Nous, on avait le droit parce qu'elle était en mauvais point. Je pense que le confinement l'a aidée à partir, mais l'a aidée. Quand je dis aider, c'est pas grave. Parce qu'elle en avait vraiment, c'était très très difficile. Le premier confinement, le deuxième confinement, et 98 ans, elle était contente de partir, je crois. Mais c'était quand même cette solitude et ce manque de projet pour quelqu'un d'aveugle. Donc ça a été un petit peu plus dur. Et puis le troisième confinement, c'est un peu une attente de quel projet on va faire. Donc je commence à refaire des projets, prévoir des choses en octobre, des réunions. J'organise souvent des choses avec 100 personnes. Donc c'était un petit peu le troisième. Là, on dit, là c'est fini, quoi. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on reprenne notre vie collective. Au deuxième confinement aussi, même dans le premier, il y a des petits voisins tout jeunes qui se sont installés en face.
on n'a pas pu les accueillir et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir accueillir des nouveaux habitants par un petit apéro, une petite fête. Ça m'a beaucoup gênée de ne pas pouvoir faire la fête des voisins, de ne pas reprendre ces contacts. Donc la dernière, c'est ça, c'est refaire des liens, revoir des projets. Bon, ce qui ne manquera pas avec l'activité au village qui est très dynamique. Donc voilà, on attend. Mais par contre, par rapport au premier, je me suis plus repliée sur moi-même. Donc, est-ce que j'aurai la même énergie pour recevoir, organiser des trucs à 100 personnes? C'est pas sûr. Voilà. Autrement, Cyrielle m'avait demandé, j'ai fait un budget, hein, si je peux en parler maintenant. Bien sûr, allez-y. On a fait de la danse tous les jours. C'était un budget. On avait décidé. On a été remboursé par notre association de Lons. Donc, c'était formidable. Donc, on a dédié ce budget de certaines associations qui nous ont généreusement remboursé de payer des cours. Donc, c'était personnel. C'est un choix. Comme on va changer ses jantes de voiture, c'est un choix. Je pense que le plus grave c'est pas cet argent-là c'est un choix de vie. Ce qui gêne plus, c'est la formation aux nouveaux outils, avoir des bons outils. J'ai beaucoup pensé aux jeunes qui n'avaient pas de bon réseau, qui n'avaient pas de bon ordinateur pour suivre des cours ou des choses comme ça, ou même les personnes seules. Je trouve que c'est important de s'y mettre à fond, quoi. Merci Fabienne pour votre intervention. Denise, m'entendez-vous? Pouvez-vous ouvrir votre micro? Essayez d'ouvrir votre caméra également pour prendre la parole. On vous écoute, Denise. Puis la caméra, elle est où? La caméra, vous allez la trouver juste à côté du micro, Denise. Et si vous n'y arrivez pas, alors là, vous venez de refermer votre micro. Je vous invite à l'ouvrir et à parler comme ça. J'affirme à tout le monde que Denise s'était pomponnée. Voilà, c'est dit. Denise, vous voulez bien ouvrir votre micro et prendre la parole sur comment vous avez vécu les confinements, quels ont été les impacts. Votre micro est toujours coupé, Denise. Alors, vous vous souvenez, c'est le petit dessin du micro sur lequel il faut cliquer une fois. Alors, je suis désolée, Denise, on ne vous entend pas. Ce que je vous propose, c'est de continuer. Et si jamais vous réussissez, je vous céderai la parole avec plaisir, Denise. Et donc, c'était sur le petit icône avec le dessin du micro. Désolée, Denise. Madame Bonnet, on a entendu donc Fabienne et René s'exprimer. Alors, plein de choses, plein d'informations et une différence entre le premier et les autres confinements. Oui. Je vous laisse la parole. Ah, Denise, voilà, Denise peut parler. Oui. Allez-y, Denise, on vous écoute. Ah, ça y est. Merci. Merci. Oui. Alors moi, le premier confinement, j'étais chez mon fils pendant 2 mois. Hein. Alors pour moi, c'était très très long parce que je faisais rien. Alors moi, qui avais l'habitude de toujours faire, j'étais pas bien. Alors après, ça s'est quand même bien passé parce que j'étais pas seule. Hein. Alors je faisais quand même des sorties, j'allais marcher avec mon fils et puis voilà. Hein. Et puis alors après, les 2 autres confinements, moi j'ai dit je reste chez moi. Mais là, c'était vraiment long parce que là, personne vu. Hein. Et j'avais la chance quand même d'avoir ma voiture puis de pouvoir faire mes courses. Alors c'était déjà beaucoup. Alors j'étais déjà bien contente. Hein. Alors après, bien sûr, quand on voit personne, mes enfants viennent 1 fois par semaine, mais vous voyez bien, ça dure 4 heures, qu'après c'est fini, quoi. Mais autrement, les voisins, vous savez, ils vous regardent pas. Je suis pas gâtée pour ça, à part un quand même. Alors déjà moi, je me contente, c'est bien. Oui. Autrement, moi, bien sûr, c'est long, hein, parce qu'on ne sait pas quand c'est que ça va s'arrêter, quoi. Hein. Autrement, ma foi. Je pense à tous ceux qui sont plus mal que moi, puis voilà, hein, c'est ce que je me dis, hein, parce que. Merci Denise, merci beaucoup. Merci d'avoir rallumé votre caméra et votre micro. Je vous invite maintenant à éteindre votre micro pour qu'on laisse la parole à Madame Bonnet.
Oui, c'est Nadine. Alors, Oh, je sais bien que c'est Nadine. Ça y est, il est là? Non. Mais c'est possible, c'est pas possible ça. Alors, c'est pas grave. Laissons la parole comme ça à Magali Bonnet. Ça m'énerve ça. Ah, ça y est. Alors, déjà, peut-être bonjour à toutes et à tous et à ceux qui nous ont rejoints. Alors, cette petite introduction permet déjà de féliciter quand même nos intervenantes parce que moi, je suis très heureuse de participer à cette table ronde, sachant que je trouve que c'est une parole qu'on a assez peu entendue. Pendant ces 15 mois, on a entendu parler des personnes âgées. Alors, on reviendra sur cette question-là. On a beaucoup entendu parler des EHPAD, mais on a eu très peu de retours sur les personnes comme vous qui ont vécu ces périodes de confinement à domicile. Donc, un grand merci à vous. Et moi, j'ai envie déjà de rebondir tout simplement sur les réponses que vous avez formulées, toutes les trois, très différentes à la première question, à savoir comment allez-vous ? Et d'emblée, on voit que à travers ces réponses, eh bien, il n'y a pas une façon de vivre cette période. Vous avez toutes les trois énoncé des réponses qui laissent penser que vous avez les trois vécu les choses de façon extrêmement différente. Fabienne dit ça va bien, la vitalité va revenir. Donc Fabienne, elle est déjà, et vous le dites après, dans quelque chose du projet. Hein. C'est effectivement, vous l'avez dit, une période qui rend difficile la possibilité de penser le projet, l'avenir, parce qu'on perd nos repères temporels. Vous avez remarqué, on ne sait plus trop, on ne sait plus trop comment le temps passe, quel jour on est, et on a besoin dans cette période de se réinscrire dans des repères bien fixes. Et puis René qui dit d'emblée, je vais pouvoir continuer à marcher. Donc, on voit bien que la question de la santé, du rapport et de pouvoir bouger, la santé physique, elle est essentielle. Mais c'est aussi continuer à marcher, c'est-à-dire que cette période qui s'ouvre, c'est la possibilité pour vous de continuer ce que vous faisiez déjà. Donc, on est dans une autre temporalité. Et puis, Denise qui dit, ça va, on fait aller. On fait aller, et quand on entend Denise à l'instant, on sent que quand même ce temps, il est long. Il est long, voire, on y reviendra sans doute, mais c'est aussi un peu pesant. Voilà, je trouve que déjà, ça, c'est quelque chose qui est assez important à avoir en tête, que chacune, avec son parcours de vie et les ressources et les boîtes à outils qu'elle a, va pouvoir faire face à cette situation qui est quand même une situation exceptionnelle. C'est-à-dire que, vous l'avez toutes dit, premier confinement, c'est un truc un peu étrange qui nous tombe tous sur le coin du nez. On ne sait pas trop comment on va pouvoir faire face, et c'est inconnu, c'est presque un peu stimulant dans un premier élan. On se dit qu'on va serrer les coudes, on va faire face. Donc, élan de solidarité, on suit tant que possible les règles et on est prêt à faire des efforts. On est prêt à faire des efforts parce qu'on se dit que ça va pas durer. On se dit que c'est tellement exceptionnel, tellement rare que c'est sur quelque chose du court terme. Donc, on met en place des stratégies pour tenir et pour faire face à la situation. Mais quand ça commence à s'installer, à durer, quand les informations nous amènent sur des choses un peu contradictoires, vous savez, on a un peu oublié, moi je trouve, depuis, mais il y a eu tout ce débat autour, on met le masque, on met pas le masque, on le met dehors, le masque c'est important, c'est pas important, ce qui rendait les choses vraiment qui nous aidaient pas à trouver des repères et à trouver la bonne façon de faire. Donc on a dû être créatifs. Et je crois que les personnes qui, pendant leur vie, ont été habituées à être engagées dans du lien social, à s'engager dans le champ associatif, à être un peu créatifs, là, grâce à cette créativité développée, ont pu trouver et s'aménager des espaces pour pouvoir tenir le coup. Et moi, je trouve que c'est une génération qui, contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est dire oui, les personnes âgées, faut pas les sortir de leur routine, sinon ils sont perdus, etc. On entend de façon un peu stéréotypée ce type de discours. Moi, je trouve que votre témoignage là aujourd'hui, il montre au contraire que vous avez réussi, surtout pendant le premier confinement, vous n'avez pas eu le sentiment d'être empêché
de faire quelque chose. Et même si vous ne pouviez plus, comme vous le disiez, ça a permis d'entendre le silence, c'est-à-dire de faire retour sur soi, d'être dans l'introspection, de se remettre au centre. Et je pense que contrairement à d'autres générations qui l'ont plus vécu sous le terme de la contrainte, vous avez réussi à en faire quelque chose. Et on en reparlera, mais je pense que ça a été différent ensuite pour les autres confinements parce que là, ça nous met à l'épreuve sur la durée et les solidarités du début s'épuisent un peu, la bonne volonté aussi, la créativité aussi, et puis on se dit mais quand est-ce qu'on va en sortir, hein, quand est-ce qu'on va en sortir? Et moi, alors pour terminer sur cette première partie, mais je crois que toutes les trois, vous avez mis en avant les deux perspectives qui ont fait que ce soit tenable. C'est pouvoir avoir de l'activité sans être dans l'hyperactivité, parce que vous avez des personnes qui, pour faire face à la situation, ont été très, très, très actives jusqu'à s'épuiser, parce que quand on est très, très actif, ça nous empêche aussi de trop penser. Et puis, le lien social. Vous en avez toutes les trois parlé, de l'importance du lien social. Et on reviendra sans doute en quoi c'est important d'être en lien avec les autres. Mais encore une fois, je crois que cette situation de rupture fait qu'elle vient nous chercher vraiment dans cette boîte à outils et dans ce qu'on a pu développer toute notre vie. On ne devient pas un autre, en fait. Hein. Merci, Madame Bonnet. On l'a entendu, hein, et vous l'avez dit à votre façon, toutes les trois. Il a été vraiment question de gérer sa propre solitude et des solidarités dont vous avez été l'objet, mais également dont vous avez fait preuve autour de vous. Sur les liens sociaux, peut-être qu'on peut s'y arrêter un petit moment dès maintenant. Qu'est-ce que ça a changé? Fabienne, vous disiez, vous n'avez pas pu rencontrer vos voisins. Qu'est-ce que ça a changé dans le lien à votre entourage proche et à vos familles? Fabienne? Nos familles, c'était déjà, on a des enfants avec qui on communique beaucoup, surtout celui qui est très loin. Donc, enfin, très loin, Luxembourg, c'est pas si loin, c'est pas les îles. Donc, on a toujours communiqué et c'est des informaticiens. Donc, on a eu la chance qu'ils nous ont initiés depuis très longtemps aux outils. Et ça, c'est une richesse d'avoir eu des enfants qui étaient encore à domicile quand il a fallu avoir les premiers ordinateurs. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé, quoi. Et maintenant, on essaie de se tenir au courant, mais ça va très vite. Donc, les liens sociaux se sont bien gardés. On a eu la chance de maman étant pas bien, on pouvait y aller librement, à l'EHPAD, dans sa chambre, sauf une période où elle a mangé toute seule, aveugle, je vous dis un peu les désastres. Manger toute seule avec le plateau, c'était une cata. Donc ça l'a épuisée. Et de sentir qu'elle a toujours besoin de quelqu'un. Elle était autonome, malgré elle étant aveugle. Et ça, c'était trop dur, mais je suis contente qu'elle soit partie, elle aussi. Je suis triste, hein, c'est dur, parce que c'est quand même le Covid. C'est quand même un peu important. Mais c'était son heure et c'était bien. Elle était épuisée physiquement. Voilà. Donc, il y a de l'émotion. Mais j'entends. Merci de la partager avec nous. Autrement, les voisins, oui, c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. On a des voisins tout jeunes, une gamine de 3 ans et demi, qu'on ne voit pas et je trouve ça très, très difficile. Après, comment je dirais, la solidarité, elle s'est faite parce que je fais partie du foyer rural. Je m'occupe de la communication. Donc, les infolettes tous les mois ou plus, mettre à jour le site. Donc, un espèce de contact virtuel aussi, que j'ai retrouvé en cherchant des professeurs. J'ai trouvé des professeurs que je connaissais de danse, avec qui j'avais fait des stages à l'Aïol, des stages d'une semaine, où on danse pendant une semaine. Et donc, à Lens, il n'y avait plus mes cours. J'ai dit, on va plus reprendre en septembre. Si moi, je suis beaucoup danse, mon mari, comme un homme, moins. Il est musicien, donc quand même, la danse lui plaît. J'ai dit, si on n'accroche pas, on risque bien en septembre de ne pas reprendre. Donc, il y avait quand même un projet là-dedans de trouver des choses. Et c'est des gens qui offraient ça tous les jours, des cours tous les jours. Alors, il fallait faire un budget parce qu'il fallait s'abonner toutes les semaines. Il gardait ses élèves. Il avait des élèves nouveaux pour essayer de vivre.
de sa profession, donc c'était très intéressant. Il y a des vendredis, on faisait des apéros quiz où on nous posait des questions sur la musique, sur tout, c'était autre chose que la danse. On arrivait à être 50 en visio, c'est extraordinaire, je trouve. Donc j'ai demandé à la médiathèque si on ne pouvait pas faire des visios. Ça ne s'est pas encore mis en place parce que c'est pas encore assez le temps libre. Les dames du temps libre, elles n'ont plus d'activité. Les dames qui vont jouer l'après-midi, il n'y a rien eu. Il n'y a plus l'atelier créatif. On a une prof de Noël Ballet qui fait de la gym, elle a repris. Ça nous a gardé un peu de liens sociaux. Mais c'est important, je trouve que c'est important, quoi, de pouvoir d'avoir un village où on se connaît. Et c'est difficile de ne pas pouvoir faire les accueils des nouveaux et tout ça, j'ai trouvé ça dommage. Ça, On voit en tout cas, Fabienne, tout ce que vous avez mis en place justement pour pouvoir garder ce lien social bien vivant et bien en place tout le long de cette longue période. Merci vraiment beaucoup pour votre témoignage. Denise, est-ce que vous voulez nous parler de liens sociaux, c'est-à-dire comment vous avez vécu ces confinements, ces 15 derniers mois avec votre fils, avec le voisin? Je crois savoir que quelqu'un venait déneiger chez votre allée, Denise. Alors, n'oubliez pas de rallumer votre micro. Alors, c'est toujours la même chose, il faut toujours cliquer avec cet objet non identifié qui est la souris sur le petit logo du micro. Je suis désolée, Denise, on ne vous entend pas. Ce que je propose, c'est qu'on passe la parole à René pendant que vous essayez de débloquer ce micro capricieux. René, vous voulez bien rallumer votre micro et donc nous parler des liens sociaux que vous avez eus plus ou moins actifs pendant cette année et demie écoulée. Bien, les liens sociaux que j'ai eus, bon, c'est par l'intermédiaire du sport, par la gym, par l'aquagym que j'ai fait aussi. Sinon, bien sûr, j'ai eu mes voisins, mais c'est tout. Je n'ai rien fait de plus. D'accord. Peut-être rappeler que vous vivez en couple. Oui, je vis en couple, oui, avec mon mari. Mon mari, oui. Bon, j'ai une fille qui habite Marseille, donc c'est sûr que là, je l'ai pas vue. Je ne la vois pas souvent. Par contre, donc j'ai pu voir mon fils beaucoup plus souvent, puisque c'est lui qui nous approvisionnait, si je peux dire, lors du premier confinement. Ce qui ne fut pas le cas du deuxième et du troisième confinement, hein, parce qu'il pouvait plus non plus, hein. Sinon, vous savez, pour combler donc ces longues journées, j'étais inscrite à Happy Visio et aux ateliers Bonjour. Donc là, j'étais très occupée. D'accord. On en Donc, reparlera si vous voulez bien de tout ce que vous avez mis en place pour faire face, mais on note en tout cas que le nombre d'interactions que vous aviez a vraiment diminué beaucoup pendant les confinements. Tout à fait. Merci René. Denise, où en êtes-vous de ce micro rebelle? Alors, je vous rappelle une fois, c'est le petit dessin du micro tout en bas de votre écran. Avec la souris, il faut essayer d'aller cliquer dessus pour le déverrouiller. Je regarde si je peux vous l'ouvrir à distance. Et non. Est-ce que si Nadine est encore dans les murs, Denise peut-être aller la chercher pour qu'elle puisse vous aider? Comme ça, on pourra vous entendre sur le sujet. Madame Bonnet, du coup, on voit hein, des liens sociaux distendus. Alors, est-ce qu'on peut réfléchir à la différence entre les liens familiaux qui sont plus ou moins resserrés suivant là où habitent les enfants et les parents et le reste des liens sociaux que nous développons tout au long de notre vie?
Ah oui, je pense. Alors, attendez, il y a Denise peut-être qui essaye de se connecter. Ah, c'est bon. Denise va pouvoir répondre. C'est fou, hein, ça. Super, Denise. Comment vous faites là? Juste appuyer, en fait. C'est les aléas du direct. C'est ça, c'est ça. C'est pas grave, Denise. Ne vous inquiétez pas. On n'entend pas? Ben non, on n'entend rien du tout. Si, on vous entend, on vous entend. Pourtant, elle parle. On vous entend pas? Ah, alors vous avez dû couper le son. On vous entend, On nous. n'entend pas. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je vous propose, Magali Bonnet, de reprendre la main et puis C'est on bon. verra. Il risque d'avoir quelques petites interactions, c'est le cas de le dire. D'accord. Oui, alors vous posiez la question de la nature, des liens familiaux par rapport aux liens amicaux. Et alors évidemment, hein, c'est évidemment très très différent. Moi, ce que je retiens de ce qui a pu être énoncé, c'est que ce qui a été difficile finalement dans cette crise, c'est l'importance de la rupture, quelle qu'elle soit, qu'elle a pu générer dans le quotidien, dans possiblement, et Fabienne, et je vous remercie de l'avoir évoqué, ça fait partie des dures réalités aussi de ce confinement, la rupture des liens parfois familiaux et l'impossibilité aussi d'accompagner, comme on le souhaiterait, des proches, par exemple, et d'être. Moi, j'ai beaucoup entendu d'inquiétudes de la part des enfants à l'égard de leurs parents âgés, qui parfois des inquiétudes liées en lien avec le virus, mais qui du coup étaient une vraie entrave aux rencontres. C'est-à-dire des enfants qui disaient on va pas prendre le risque pour nos parents. Et puis qui eux-mêmes du coup se mettaient à distance. Donc, je crois que vraiment les liens familiaux ont été très impactés. Et ce qu'on appelle aussi, dans notre jargon un peu de psychologue, mais ce qu'on appelle ces liens d'attachement, c'est-à-dire ces liens de sécurité. Vous savez qu'adultes, on estime chacun d'entre nous avoir 2-3 personnes qui représentent autour de nous, alors c'est parfois le conjoint, parce que évidemment on ne vieillit pas et on ne vit pas la même façon la situation quand on est seul dans une grande maison avec des enfants à l'autre bout de la France que quand on vit au sein de son domicile à plusieurs. Mais on estime à 2-3 personnes ressources. On appelle ces personnes ressources, on les appelle des figures d'attachement, c'est-à-dire des personnes qui, lorsque vous êtes angoissé, parce que ça peut être aussi une situation extrêmement angoissante qui vient réveiller en fonction de votre histoire, des choses que vous auriez pu vivre. On peut se sentir abandonné dans cette situation par ses proches qu'on peut plus voir, même si c'est pas de leur fait. N'empêche que on peut avoir ce sentiment d'abandon. Donc on a tous 2-3 personnes qui sont des personnes ressources et surtout des personnes sécurisantes. C'est des personnes qu'on a envie d'appeler pour venir nous apaiser, un retour un peu au havre de paix, des personnes, pas la copine avec qui on fait de la gym et puis avec laquelle on va se détendre, mais la personne qui nous connaît suffisamment pour savoir comment nous apaiser quand on se sent un petit peu anxieux. Et je pense que ces figures d'attachement, elles se trouvent bien souvent au sein du cercle familial. Pour l'enfant, évidemment, c'est les parents. Et puis, quand on grandit, ça peut être des conjoints. Ça peut être l'un des enfants, un peu de façon inversée, où l'enfant devient là cette personne ressource, sécurisante. Mais la grande différence que je ferais, c'est au-delà de la sécurité, c'est surtout entre des relations il y a une phrase qui a été énoncée. Quelqu'un a dit, alors je ne sais plus si c'est Fabienne ou René, disait « on se connaît ». Mais dans le « on se connaît », derrière, il y a surtout l'idée de « on se reconnaît ». Ce qui est important, c'est d'avoir des relations où l'autre peut vous renvoyer quelque chose de qui vous êtes et de ce que vous êtes dans cette période où on est complètement perdu. On a besoin aussi de pouvoir se regarder dans le regard de l'autre et d'avoir des personnes qui vous renvoient quelque chose de positif. On a besoin d'être alimenté de ça. C'est pour ça que il y a eu beaucoup de choses de faites sur les réseaux sociaux, mais quand on envoie un message sur un réseau social, il se perd.
voyez, c'est très différent que d'être inscrit, on y reviendra quand on parlera du numérique, mais que d'être inscrit dans une relation où l'autre peut vous renvoyer quelque chose de ce que vous êtes en train de vivre parce qu'il vous connaît bien, et ça, c'est très sécurisant. Alors peut-être que Denise a pu reconnecter son micro. Tout à fait. Denise, vous nous entendez, je crois? Alors, allez-vous réussir à ouvrir votre micro, s'il vous plaît, et de nous parler des liens sociaux que vous avez eus. Bon, ah oui, super, Denise, vous y êtes. Oh, C'est à vous. on a eu du mal parce qu'on n'avait plus de son tout à l'heure, c'est pour ça. Eh bien là, on vous entend bien, Denise. Enfin, ça marche. Oui, mais c'est bien. Et oui. je vous invite à nous parler de comment les confinements ont impacté vos relations sociales. Vous nous disiez, sur le premier confinement, vous avez beaucoup vu, parce que vous étiez chez lui, votre fils, et puis beaucoup moins pendant les autres confinements. Je sais que vous aviez un voisin qui était là pour vous prêter main forte en cas de neige abondante dans le Haut-Doubs. Qu'est-ce que ça a changé de vos relations habituelles avec les autres? Vous savez, pas grand-chose. Mais enfin, là, je viens de temps en temps à l'association, mais vous voyez, j'hésite de pas trop venir parce que déjà, je suis pas vaccinée, alors j'aime pas trop aller où il y a du monde. Mais vous voyez, je peux faire mes courses, je vais comme ça. Puis moi, je suis à la campagne, alors vous voyez bien, je peux me promener vers chez moi et puis voilà, quoi. D'accord. Mais autrement, avec les voisins, vous voyez bien, je compte sur eux, mais je ne les vois pas autrement. S'il n'y a pas de problème, eh bien, je ne les vois pas. Hein. D'accord. Alors, faut se contenter, quoi. On est bien obligé. Hein. Et puis, vous voyez, moi, j'ai une de mes sœurs qui n'est pas trop bien, alors je vais la voir une fois par semaine. Puis quand même, mes enfants me téléphonent tous les jours. Alors, vous voyez, c'est déjà beaucoup, hein, parce que... Et puis, ils viennent une fois par semaine, eh ben... Quand il y a du travail à faire, ils font, je fais ma petite liste et puis voilà. Vous donnez le boulot, c'est bien ça, Denise. Ce que vous dites, Denise, est aussi dit dans les commentaires, c'est-à-dire que Martine met en avant le fait que la situation est différente, que l'on vive seul ou non, qu'on soit en couple ou non. Et Odile parlait de la difficulté pour elle et ses petites filles de plus voir et de supporter le risque. Est-ce que dans ce que vous avez dit, Magali Bonnet, on entend que sans doute que le conjoint, le mari, peut être une figure d'attachement, ou c'est trop tard, ce sont que des figures d'attachement qui viennent de la petite enfance? Non, totalement, vous avez raison. C'est-à-dire, hein, comme je le disais, cette figure d'attachement, alors ça incarne une forme, on pourrait dire presque de figure maternelle, hein, parce que mais qui peut s'incarner au masculin. C'est la personne qui vraiment vous apporte ce havre de paix, qui vous apaise en fait, qui est en capacité de vous apaiser quand vous vous sentez insécurisé. Et donc, ça peut être évidemment tout à fait le conjoint, ou comme je vous le disais, un des enfants. Et comme le suggérait Denise, hein, encore une fois, je pense que cette question des liens sociaux, on parle beaucoup de solidarité. Moi, j'ai toujours été assez convaincue que c'est quelque chose qui ne se décrétait pas, en fait. On ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas créer des solidarités de façon artificielle. C'est-à-dire que c'est quelque chose, il y a une forme d'élan. Et sans doute que ce premier confinement, et on l'a tous remarqué, il y a eu cet élan de solidarité. Mais individuellement, on ne peut pas, Denise en témoigne aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est en continuité avec la façon dont on a investi les autres toute notre vie. Hein. On ne va pas à 70, 80, 90 ans fonctionner différemment, et on ne peut pas demander aux gens de fonctionner différemment que ce qui les a alimentés et d'être au plus près de leur équilibre. Et je vois dans le chat que plusieurs personnes
font mention de ces difficultés pendant la période de confinement, de réunir les générations, parce que je crois, encore une fois, que vraiment, ça a suscité beaucoup, beaucoup d'angoisse, mine de rien, ce virus, et ça continue d'ailleurs à le faire, parce qu'on parle des 3 confinements, mais là, on est dans une reconstruction du discours. Ça paraît extrêmement loin, tout ça. Je pense que les réactions que vous avez aujourd'hui, quand Denise dit aujourd'hui, on est bien obligé, on a l'impression qu'on subit un peu les choses. Je pense que si on avait interrogé Denise il y a 15 mois, au moment du début du confinement, quand les choses sont à vif, on est dans un tout autre état d'esprit, en fait. Là, on est vraiment 15 mois après, avec une reconstruction de ce qu'on a vécu. Donc, les émotions sont un petit peu retombées, apaisées. Et là, on se dit, bon, maintenant, on nous dit qu'il faut sortir, mais est-ce qu'on peut vraiment? On entend l'inquiétude de Denise qui dit, moi, je me méfie quand même, je vais éviter. Donc, tout ça n'est pas derrière nous, en fait. C'est... voilà, et moi, il y a un livre que j'ai relu pour l'occasion, que vous connaissez sans doute, qui est celui d'Albert Camus sur la peste, qui montre bien comment chacun d'entre nous, dans ce type de situation qui paraît tellement saugrenue, insensée, sur laquelle on n'a pas de prise, parce qu'on ne sait pas, eh bien, on va réagir de façon extrêmement différente. Merci Madame Bonnet. Et du coup, vous me faites le pont parfait pour ma question suivante, qui est de dire, alors on est tous différents, on a tous vécu les choses différemment suivant qui on est. Et maintenant, j'aimerais venir questionner vos émotions vécues ces 15 derniers mois. Qu'est-ce que vous avez ressenti ces 15 derniers mois? De la peur, de la surprise ou de la sérénité, par exemple? Fabienne, j'entendais tout à l'heure comme trame de fond de votre première intervention. Comment vous avez géré tout ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti? René, vous voulez bien prendre la parole en premier? Alors, Denise, je vois que vous parlez, mais on ne vous entend pas. Vous n'avez pas ouvert votre micro, Denise. Je l'ai retrouvé. Voilà, c'est bon, Denise. René, je suis désolée, je laisse la parole à Denise. Alors, Denise. Écoutez, moi je n'ai jamais eu peur, j'ai toujours été sereine. Moi, vous voyez, vous voulez me trouver bizarre, mais je ne sais pas, j'y pense pas à ce Covid. J'entends les informations, mais vous voyez, ça ne me travaille pas, ça ne me donne pas de soucis. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Moi, j'ai pas peur quand les gens, des fois, ils n'osent pas vous approcher. Moi, je ne dis pas, moi, je fais ce qu'il faut, je mets le masque, tout, je ne vais pas. Vous savez qu'il y a trop de monde, mais vous voyez, ça me travaille autrement. Ça ne va pas m'empêcher de dormir, c'est terrible, enfin. Enfin, je te bien. Merci, Denise. René. Eh bien, moi, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas peur du Covid. Enfin, non, je n'ai pas peur. Je fais attention, bien sûr. Je porte le masque. Je me nettoie bien les mains avec le gel, mais je fais attention de ne pas trop approcher les gens. Mais j'ai pas peur. Alors, j'ai mis en avant la peur, mais ça peut être toute autre chose. Ma question est vraiment plus ouverte, c'est qu'avez-vous ressenti? Quelles émotions, nouvelles ou non, vous ont traversé durant tous ces mois passés et qui courent encore? Mes émotions. Bon, c'est sûr que ça a été difficile pour moi au niveau du 2e et 3e confinement. Parce que là, j'avais l'ennui de mes petites filles de Marseille que je ne voyais pas. J'étais toujours dans l'attente de mon opération qui n'est toujours pas venue. Bon, là, c'était pas une très bonne période pour moi. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Oui, j'étais quand même inquiète. J'avais peur pour mes enfants, surtout pour ma fille qui est à Marseille, dans cette grande ville. Non, j'étais pas rassurée.
Merci René pour votre témoignage. On sent encore que l'émotion, en fait, dans votre voix, de cette mise à distance un peu difficile quand même, de se dire ce qu'on a traversé, ce qu'on traverse, reste toutefois bien compliqué, même si autour de nous, on a trouvé des ressources, ou en nous, on a trouvé des ressources pour faire face. Merci René pour votre témoignage. Fabienne? Ben, moi, j'ai pas eu peur non plus, mais je crois que, vu l'âge qu'on a, vu l'âge de maman, 98 ans, en pleine forme, pour moi, c'est une maladie qui passe. Les médecins, on est tous guéris d'un côté, on a des pièces détachées partout. Je trouve ça. Donc, c'est un moment à passer, c'est une maladie, bon, ben, on fait avec. On a été vacciné contre le tétanos, on est vacciné contre la variole, on n'a plus de variole. La tuberculose revient, mais on a été vacciné. Voilà, donc moi, médecine, elle m'a refait une mâchoire, elle m'a refait le dos. Ben, je trouve ça génial, donc ben, j'y vais, quoi. Je vais avec, donc j'ai pas peur. De toute façon, on est mortel, donc on faut en profiter. Il faut avoir des projets, des projets, des projets. Bon, maman n'est pas morte du Covid, c'est là l'avantage, on a pu la visiter. Mais ce qui était dur pour elle, aveugle, c'est de ne plus faire de projets. Parce qu'elle, elle aimait aller au café, boire une bière, même aveugle, qu'on la pousse en fauteuil, savoir qu'elle allait venir manger chez nous, savoir qu'elle allait avoir ses enfants autour d'elle. Donc, c'est les projets. Je pense que c'est les projets qui nous font vivre. Ben, c'est une maladie. Donc, ben, on aura d'autres maladies. On est mortel. Donc, on aura d'autres maladies, peut-être plus graves, peut-être moins graves, qui vont nous influer sur le cerveau, sur le physique. Il faut faire avec. Il faut avoir des projets, des projets, quoi. Donc, moi, ça ne m'a pas fait peur parce que on a fait comme Denise et René. On prend nos précautions. Et puis, ben, elle existe, elle est là. On est dans un pays où on a du luxe. On a l'avantage d'avoir des soins. Donc non, j'ai pas eu peur. Merci Fabienne. On l'entend, Madame Bonnet, hein, les sentiments, les émotions, les ressentis sont différents. Le sentiment de stupeur générale de mars 2020 semble loin derrière nous. Et dans les commentaires, hein, on note, on entend la lassitude due à l'incertitude. On parle également de conflit des générations, mais ça, on y reviendra dans notre prochaine conférence dont je vous parlerai enfin. Et puis du stress, plus que de la peur, du stress, de l'institutrice qui dit aux enfants de ne pas aller voir ou de ne pas s'approcher de ses grands-parents. Comment on gère avec les émotions des uns, des autres, toutes mélangées. Alors la difficulté, c'est déjà, et je suis désolée, je n'avais pas éteint mon micro, j'espère que ça n'a pas fait trop d'interférences. La difficulté, c'est déjà d'identifier les siennes d'émotions. Et on n'est pas tous en capacité de le faire. C'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'on ressent et pouvoir le nommer. La colère, la tristesse. Pour certaines personnes, c'est plus facile, comme on dit, de mettre le couvercle sur la casserole. Donc ces émotions, à un moment donné, il faut qu'elles s'expriment, soit par l'action, mais il faut qu'elles s'expriment d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, le premier point, c'est de dire que effectivement, ce rapport aux émotions, il est compliqué et on n'est pas tous, on n'a pas tous la capacité de les nommer. Moi, j'aimerais faire un feedback en arrière sur la façon dont on nous a présenté médiatiquement quand même cet épisode, qui nous a invités à la peur quand même. Les mots et le vocabulaire qui étaient utilisés, et moi qui suis très sensible, elle est spécialisée en gérontologie, donc inquiète aussi pour la façon dont ça pouvait résonner pour les personnes âgées. On a entendu des mots qui sont du registre du vocabulaire de la guerre, quoi. On était au combat, et pour certaines générations qui ont effectivement vécu la guerre, ça a résonné d'une manière très particulière, ce discours. Avec soit la reviviscence d'angoisse massive parce que l'avait vécu, et soit au contraire, comme vous le dites un peu, avec votre expérience, ces situations de rupture, ces gros pépins de vie, vous en avez vécu, donc ça sert aussi de capital pour pouvoir sans doute mieux faire face émotionnellement à ces situations. Et quand vous dites finalement, j'avais pas tant peur pour moi, l'hypothèse qu'on peut faire aussi derrière, c'est que en fonction des générations,
avec l'avancée en âge, on a, et j'ose le dire, hein, un rapport différent aussi à la mort. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose autour de cette situation de très mortifère, hein, qui était lourd, pesant, en plus très médiatisé autour de ce qui se passait dans les EHPAD, dans les services de réa. Enfin, c'était quand même un petit peu lourd tout ça. Hein. Et moi, je voyais bien autour de moi, par exemple, quand j'allais dans le commerce du coin, que parfois les premières personnes à enlever le masque ou à ne pas respecter la distance sociale, c'était les personnes âgées. Avec derrière un discours qui disait « Oui, non, mais nous, on a survécu à tout ça. Donc, c'est pas un petit virus qui est une petite maladie qui va… » Vous voyez ? Donc, pour certains, c'était soit vraiment l'angoisse et le repli, parce que déjà, les enfants avaient tellement peur pour les parents qu'ils n'avaient pas le choix. Et puis, pour d'autres, au contraire, plutôt un phénomène de toute puissance. On a survécu à ça, donc je ne vois pas pourquoi on ne survivrait pas à ce virus. Voilà. Mais je crois que il faudrait faire des études sur le vécu générationnel, parce que je crois que vraiment, en fonction des générations, on n'a pas du tout vécu les choses de la même manière. Et vous avez cette expérience de vie qui a été, je crois, une vraie richesse dans la façon d'appréhender ce qui, pour nous, paraissait un cataclysme, quoi. C'est le mot, cataclysme. Et dans les commentaires, beaucoup d'entre nos participants sont d'accord avec vous sur l'effet de la médiatisation et le tout info, en somme, qui a ajouté de l'angoisse à l'angoisse, si je peux le dire comme ça. Merci, mesdames. Du coup, l'impact, nos émotions, et qu'est-ce que vous avez mis en place? C'est-à-dire, on a très bien entendu que pendant le premier confinement, vous avez vécu dans des petites bulles. Alors, Denise chez son fils, vous, mesdames, chez vous. Qu'est-ce qui vous a été utile pour faire face? Alors, soit de ressources internes, de forces internes, soit ce que vous avez mis en place pour aller bien. Et je vous propose, si vous voulez bien, René, de prendre la parole en premier, et comme ça, vous pourrez nous parler de vos activités. Eh bien, moi, ce que j'ai mis en place, c'est de suivre les conférences de Happy Visio et des ateliers Bonjour. Donc là, mes journées étaient très occupées. Peut-être, René, préciser pour notre auditoire ce que sont les ateliers Bonjour et Happy Visio. Happy Visio, c'est une plateforme de diffusion, et les ateliers Bonjour sont des ateliers de prévention en Bourgogne-Franche-Comté à destination des seniors. Tout à fait. Donc, dans ces ateliers, j'ai pu suivre, par exemple, des cours sur le sommeil, des cours sur la nutrition, sur, je sais plus, la nutrition. Je peux parler de ce que je sais. René, vous avez aussi participé aux ateliers de la mutualité française Bourgogne-Franche-Comté avec un atelier sur le bien-être, la résilience. Ah ben oui, tout à fait. Le bien-être, la résilience, oui, tout à fait. Également sur la réflexologie, sur les médecines Complémentaire. complémentaires, c'est ça. Vous voyez, et sur la mémoire. Tiens, j'avais oublié. Donc là, je suis en train justement de suivre un atelier sur la mémoire. J'en ai bien besoin. Voilà. Et puis sinon, eh bien, j'ai fait de l'aquarelle. Je me suis bien occupée. Je ne suis jamais restée sans rien faire une journée complète. Justement pour éviter aussi de trop écouter les informations qui nous donnaient pas toujours des très bonnes nouvelles. D'accord, merci René. Donc en fait, vous avez mis en place des activités qui répondaient à vos goûts Tout à fait. pour vous occuper l'esprit et les mains. Exactement. D'accord. Merci René. Denise, m'entendez-vous, Denise? Mèche-Lons-le-Saunier, c'est loin, hein. Denise, votre micro n'est pas ouvert, je suis désolée. Il faudrait réussir à le débloquer. Le petit micro avec la souris.
Alors, là, vous avez coupé votre caméra, Denise. Je ne doute pas qu'on y arrive avant la fin de la séance. Denise, je vous laisse retourner chercher Nadine et je passe la parole à Fabienne. Je branche mon micro. Moi, je me suis bien occupée. Comme on s'est retrouvés, mon mari et moi, face à nous-mêmes, ce qui est très bien. On n'a pas eu de problème. Là, j'ai vu dans le chat que c'était aussi des fois des remises en question pour certains couples. C'est vrai qu'il faut vivre à deux complètement, sans autre rencontre. Voilà, nous, ça s'est bien passé. On s'est mis à faire les murs en pierre sèche, tous les deux. Donc, c'était sympa. Après, on s'est occupé de la maison, on a fait du bricolage. Moi, j'adore les limes, les outils, les étaux et tout, déjà. Les soudures et tout, donc je me suis jamais ennuyée. On a fait des masques avec le village. On a mis en place une fabrication de masques qu'on a offert. On en a fait 500 quand même. Hein. À nous, on était une dizaine de couturières du village. Donc, ça donnait des liens aussi virtuels, puisqu'on ne se rencontrait pas. Mais on a fait quand même une vente pour le jour du Téléthon. Donc, c'était sympa. On a fait aussi pour le Téléthon, des petits sacs de lavande. Donc, j'ai récupéré toute la lavande du village. Et puis, on a fait des petits sacs pour le Téléthon. Bon, ça n'a pas rapporté grand-chose, mais ça a occupé tout l'atelier créatif en distanciel, quoi. C'était sympa. Après, j'ai fait de la gym avec une amie que je voyais pour la danse normalement. On a fait de la gym en visio sur la télé. Il y a eu énormément d'offres de gymnastique de tout genre. Donc, chacune, on choisissait un cours, chacun notre tour. On choisissait ce qu'on voulait faire en cours et on le proposait à l'autre. Et on communiquait toutes les deux. On faisait la gym ensemble à distance, donc c'était sympa. Plus ces cours de danse tous les jours, 2 heures par jour, c'était pas mal. De 6h30 à 8h30. C'était des rencontres qui, comme disait Magali, rythmaient la journée. Parce que sinon, on serait resté dans notre jardin ou à faire quelque chose non-stop sans savoir l'heure, le jour. Ça permettait d'avoir des repères, je trouve, qui étaient très intéressants. Bon, puis il y avait la visite à maman qui était très intéressante, une femme intéressante, donc elle était tout près, donc c'était pas tous les jours, mais tous les 2 jours avec ma sœur, on se relayait pour être vers elle. On avait le droit d'aller chez elle, elle avait un petit studio dans un EHPAD, c'était très bien au niveau relations humaines. C'est les contacts directs avec les gens du village qui ont le plus manqué, quoi. Parce que les enfants, ça ne changeait pas tellement puisqu'ils sont loin. Donc, on a mis cette stratégie d'être très occupés, d'être tournés vers nous-mêmes. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant de se retrouver. Merci Fabienne. Denise, êtes-vous là? Alors, Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, Denise. Allez-y. Ah bon? Ah oui, on vous entend. Alors, on ne vous voit plus, mais on vous entend. Alors, on est attentif, on vous écoute. Alors, c'est quoi la question? Ma question, Denise, c'était ce que vous avez mis en place pour faire face aux moments difficiles de ces derniers mois. Comment vous avez réussi à vivre ça sereinement? Eh bien, déjà, d'essayer de retourner un peu à l'association, hein, pour me passer une journée par semaine quand je peux, quand c'est possible, quoi. Puis autrement, comme il fait un peu meilleur, sortir un peu plus, puis essayer de parler quand je peux avec quelqu'un. Hein. D'accord. Puis autrement, je m'occupe beaucoup, je vais beaucoup sur Internet. Vous allez sur Internet, d'accord. Je voudrais poser une question à Denis. Vous savez, je vais pour des petites choses, hein, je ne fais pas n'importe quoi. Je voulais poser une question à Denise. On avait parlé ensemble avec Denise. Il me semble que quand elle vivait chez son fils, elle avait découvert les promenades dans la ville et ça m'avait un peu étonnée. J'avais trouvé ça intéressant parce qu'elle habite à la campagne et elle avait découvert la ville et les promenades dans la ville. J'avais trouvé ça étonnant au premier confinement. Ah bon? Vous voulez bien nous parler de ça, Denise? Vous vous souvenez de ce que vous nous aviez dit sur le fait que, eh bien, quand vous étiez chez votre fils, vous marchiez en ville et que ça changeait la phase de vos balades?
Ben oui, parce qu'on partait vers 7h30 le soir, hein, quand il y avait plus personne. Et puis vous savez que le fils, il fallait, s'il y en avait un qui était sur un trottoir, il fallait vite changer. Hein. Vous savez, il était soucieux, je vous le dis. Hein. Lui, il a très mal vécu le premier confinement, hein, parce qu'il était tellement inquiet à cause de moi, vous voyez. Hein. Et je le sentais bien, mais hein, c'était comme ça, quoi. Mais autrement, ben, il faut écouter. Pour moi, ça s'est bien passé. À part que c'était trop long, quoi. Hein. J'étais contente de rentrer chez moi, de faire mon petit travail, et puis voilà. Parce que moi, si je bouge plus, ben ça y est, ça va plus. Hein. D'accord, merci Voilà. beaucoup Denise de votre témoignage. Magali Bonnet, du coup, on entend là toutes les capacités d'adaptation mises en jeu. Et quelqu'un dans le chat, j'essaie de reprendre, je ne sais plus, je crois que c'était Odile, oui, qui disait s'adapter aussi à ne vivre plus qu'avec son conjoint, c'est-à-dire tout ce qu'on met en place pour faire face, pour continuer à vivre et être bien avec soi-même. Mais oui, Fabienne a utilisé le terme de stratégie, hein, mais on est dans l'élaboration de stratégie. Et je crois qu'il y a 3 choses qui ont été énoncées là qui sont importantes. Alors, on revient sur la question des repères, mais ce n'est pas qu'anecdotique, hein, cette histoire de repères pour pouvoir rythmer, ponctuer nos journées, parce que sinon, on est sur un temps infini et on est qui peut complètement nous envahir et créer des formes d'angoisse, de vide, quoi, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les choses s'arrêtent. Et donc, ça, c'est extrêmement essentiel. S'habiller, par exemple, ça paraît s'habiller le matin. Quand vous ne voyez plus ou vous ne sortez plus, vous pourriez vous dire, oh, bah, à quoi bon, finalement et là, j'allais dire, c'est le début de la fin. Hein. Le risque, c'est que très vite, on puisse tomber dans cet engrenage du repli sur soi et de plus faire l'effort de la relation à l'autre. Je crois que c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est de pouvoir faire l'effort de la relation à l'autre. Et plus le temps est long, où on a été un petit peu isolé et renfermé, plus le fait de revenir au monde demande quand même, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais cet effort. Il faut faire cet effort de la relation à nouveau et d'aller à nouveau au contact des autres. Et puis, il y a une autre dimension qui paraît essentielle, au-delà de l'activité pour s'entretenir physiquement, pour être en lien avec les autres, il y a l'activité projet. Et je reprends ce que vous disiez, hein, vivre, c'est avoir des projets. Et derrière le projet, c'est la question du sens. Vivre, c'est aussi pouvoir donner un sens à ce qu'on fait. Et c'est ça que cette période est venue attaquer aussi ces derniers mois. C'est quand on ne fait plus les choses, finalement, on peut en venir à dire mais à quoi ça sert et à quoi je sers ? C'est-à-dire que ça nous renvoie à des questions un peu existentielles quand même. Si je peux plus faire ça, si je peux plus faire ça, si je peux plus voir mes enfants, mais à quoi ça sert de vivre tout ça ? Et puis vous allumez la radio ou la télé et là vous vous dites mais mon Dieu, c'est la fin du monde. donc beaucoup d'entre vous et dans le chat je le vois aussi, hein, ont essayé de couper avec tout ça. Et puis la dernière remarque que je ferai, c'est que moi, vos témoignages me font beaucoup penser alors je ne sais pas si le parallèle est pertinent, mais au passage à la retraite. Il y a un peu les mêmes enjeux. C'est un passage qui nous met en situation de crise, où on a aussi parfois à devoir collaborer à nouveau avec son conjoint. Alors pour certains, c'est une vraie découverte, parce que quand chacun est engagé dans sa vie professionnelle, dans ses activités, eh ben, il faut à nouveau négocier. Le partage d'un domicile, des activités et se découvrir comme ça a été évoqué, mais c'est aussi, au contraire, ça peut être extrêmement difficile. Et donc, quand on dit c'est plus facile de vivre en couple, par exemple, cette situation que seul, pas toujours. Parce que je crois que des couples qui avaient l'habitude d'avoir des activités de part et d'autre et pas forcément en commun, par exemple, un ordinateur à la maison, c'est souvent soit l'ordinateur de monsieur, soit l'ordinateur de madame. Et donc, on voit souvent ces couples à la retraite qui se disputent, par exemple, les espaces, quoi. Donc, il faut un peu renégocier. Donc, c'est pas si simple, hein, toujours de collaborer au sein du foyer. Exactement, oui. Et j'aime vraiment ce parallèle que vous faites entre cette crise que nous vivons et la crise du passage à la retraite, parce qu'effectivement, et dans les ateliers de prévention que nous animons, c'est un sujet, si ce n'est le sujet central, c'est comment on fait face au changement.
Et est-ce que c'est pas ça qui fait la différence? C'est-à-dire, tant que je suis en capacité de faire face au changement, alors tout ira bien pour moi? Tout à fait. Tout à fait, je pense que c'est ça, hein, c'est notre capacité à faire face au changement et de faire de cette crise une crise. On parle beaucoup de crise, hein, le terme de crise, c'est une rupture d'équilibre. Vous voyez, on fonctionne avec nos petites habitudes en équilibre, il y a un événement imprévisible sur lequel on n'a pas la main, qu'on ne peut pas contrôler, la perte de contrôle, et donc on a des choix à faire et des renoncements. Et donc, il faut pouvoir renoncer. Choisir, on dit toujours, hein, choisir, c'est renoncer. Et il faut pouvoir choisir et il faut pouvoir renoncer à certaines choses. Et il y a des choses pour lesquelles on n'est pas prêt à renoncer. Merci, Madame Bonnet. Il est 15h10. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous poser ma dernière question, puis d'après, laisser le public poser les propres siennes avant de conclure tous ensemble. Ma question, parce qu'on en a beaucoup parlé, aussi bien vous, mesdames, à l'oral que dans les commentaires, c'est l'utilisation du numérique, des réseaux sociaux, d'Internet. Fabienne, on a entendu que pour vous, c'était vraiment primordial de savoir utiliser ces outils. Vous voulez bien nous en dire un peu plus sur votre pratique, comment vous les utilisez? Est-ce qu'ils sont utiles, agréables? Est-ce que ça a été à un moment donné une contrainte? On vous écoute. Bah pour moi, beaucoup de gens ont un peu peur en disant c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais maintenant, le téléphone nous paraît évident. La voiture nous paraît évidente. Mais au début, quand on a vu les trains arriver à Tours, ils n'en ont pas voulu de la gare, hein. On a mis la gare à Saint-Pierre-des-Corps, je crois, parce qu'ils avaient peur du train. Le téléphone, ça paraissait énorme. Moi, quand je suis arrivée à Cranceau, en 76, c'était ma voisine, la poste était en face. Fabienne, il y a le téléphone pour vous. On passait par la standardiste. Donc, c'est pas si vieux le téléphone. Et je pense que la visio, c'est un nouvel outil. Et je pense que moi, maintenant, j'ai des personnes que j'ai vues à la danse tous les jours. Je la connais. Agnès, je la reverrai. Je la reverrai, j'irai à Montpellier, je vais la chercher. J'ai vu, il y avait une fille qui était de Besançon. On a des contacts, alors qu'on était en visio à Montpellier. Et elle habite à Besançon. Il y a une autre personne à Paris. Donc je pense que c'est un nouvel outil formidable. Il sera peut-être pas formidable. Il y a toujours des inconvénients, hein. Il y en a qui vont avoir peur, on va être sur l'écoute. J'ai eu un papier parce que les enfants ont peur du masque. C'est pas bon les masques. Ma petite fille, elle a 8 ans, elle oublie. Elle le laisse. Je dis, tu peux l'enlever, hein, ça y est, hein. Tu es dans la baignoire. Tu peux l'enlever, ton masque. Ouais, ça ne la gêne pas. Donc, chacun ressent comme il veut. Chacun prend l'outil qu'il veut. S'il veut avoir une 2 chevaux, il peut. S'il veut avoir une voiture avec automatisme partout, il peut. Je pense que c'est un outil. Comme les médecins nous refont les hanches, je disais, on est robotisé. Puis alors, c'est super, quoi. Moi, je trouve ça super. Ça m'enthousiasme de voir qu'on peut avoir des technologies qui nous rapprochent, trouver des nouvelles astuces. Moi, par le site du foyer rural, moi, je suis ravie parce que je communique. Eux, ils ne communiquent pas parce qu'ils n'ont rien à me dire, c'est moi qui dis. Mais je les informe sur ce qui se passe. Je trouve ça fabuleux, quoi. Moi, je trouve qu'il faut, et je reviens à ce que disait Magali aussi, c'est les projets. Avoir une rythme de journée, elle disait qu'il faut avoir le matin s'habiller. Ben moi, en visio, on s'habillait parce qu'on nous voyait. Donc, comme le prof, il nous voyait, que les autres nous voyaient, on se changeait, on se faisait beau. Comme Denise a fait, moi j'étais chez le coiffeur hier. Je trouve que la visio est un nouvel outil qu'on va peut-être domestiquer, quoi, pour nous. On va l'utiliser différemment. Et puis, peut-être qu'un jour, il y aura du volume, hein, on n'en sait rien. Pourvu qu'on vive longtemps pour voir des choses extraordinaires, quoi. Merci beaucoup, Fabienne. Denise, nous entendez-vous? Et pouvez-vous ouvrir votre micro pour nous dire si vous utilisez les réseaux sociaux, les outils informatiques, Internet? Êtes-vous là, Denise? Alors, Denise, je vous laisse essayer. Et René, je vous passe la parole sur votre façon d'utiliser les outils numériques. Est-ce que c'est agréable pour vous? Est-ce que c'est une contrainte? Dites-nous. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro, René.
Alors, ça ne marche pas. Que se passe-t-il? Vous retrouvez pas le petit logo micro? Je crois que par contre, Denise a dû activer le sien. Ah, merci Magali. Alors, René, je vous laisse chercher. Denise, vous êtes là? Ah, je vous entends rire, Denise. C'est que ça va. On a bien du mal avec. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin. C'est agréable de vous entendre rire, en tout cas, Denise. Et vous, Denise, alors, est-ce que vous utilisez les outils numériques? Ben moi, je suis très contente parce que je vais beaucoup sur Internet pour des recettes, vous voyez, pour un tas de choses. Hein, des fois que je ne comprends pas un mot, ce que ça veut dire, je regarde et puis hein, ça m'explique. Ou bien, des fois, si j'ai mal à un endroit, mais pas pour m'empêcher d'aller chez le médecin, hein, mais des fois, ça me donne des idées, quoi. L'autre jour, j'avais mal aux yeux, alors les paupières. Alors, j'ai regardé sur Internet, alors, vous voyez. Mais j'aime bien tous ces petits trucs-là, quand même. Moi, ça me plaît. Les informations, ben, c'est pareil, une fois par jour, ça me suffit largement, alors. Mais on aime bien être au courant, quand même, hein. Voilà. Merci beaucoup, Denise. Oui, alors attention à l'utilisation abusive d'Internet pour s'automédicamenter, par exemple. Un médecin saura mieux dire qu'Internet, ça, c'est certain. Merci en tout cas, Denise, pour votre expérience. Ça, je vais comme ça, mais après, moi, c'est le médecin. Hein, parce que vous savez, c'est vrai ou c'est pas vrai. Hein. Voilà. D'accord. Merci, Denise. René, avez-vous pu ouvrir ce micro? Bien sûr, oui, excusez-moi. Je vous en prie. Oui, eh bien, moi aussi, je suis souvent sur mon ordi. Hein. Bien sûr, je fais pratiquement tout. Hein. J'ai des contacts avec mes anciennes collègues, avec, Internet. Je suis des conférences. Je suis également des réunions, des petites réunions entre nous. Je ne pourrais pas vivre sans. Je sais pas ce que je pourrais. Si vous avez terminé. Oui, j'ai terminé. D'accord, merci. On le voit et dans les commentaires aussi. Hein, alors, on voit, je reprends, je suis désolée. Voilà. On voit les alertes sur l'utilisation des réseaux sociaux et le discours que je tenais un petit peu là tout de suite à Denise en disant attention à tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Dans le chat également, certains disent le distanciel, la visio, c'est intéressant, mais rien ne remplace le présentiel. Et puis, pour Fabienne, la nécessité absolue de savoir utiliser ces outils pour se permettre de pouvoir continuer à entretenir le lien, notamment quand toutes ces restrictions sont tombées. Magali Bonnet, est-ce que vous voyez une utilité à la formation des seniors au numérique? Oui, je pense que on l'entend bien. Je crois déjà qu'il faut admettre, contrairement à ce que certains publics imaginent, que les seniors se sont mis au numérique. Ça, c'est une réalité qu'il va falloir. Et Denise en est aussi l'illustratrice. Alors, moi, je suis assez d'accord avec l'idée que ça ne peut pas remplacer le présentiel. Je crois que Internet, c'est effectivement un espace d'information. C'est un espace, comme vous l'avez mis, de projection. Ça sert aussi, pour certaines personnes, d'exutoire. Hein. On va aussi, quand on ne peut pas exprimer, pour certains, à exprimer des choses et à projeter des choses. C'est un espace de relation. Mais quand on dit ça ne remplace pas le présentiel, ça ne remplace pas le contact et le toucher, par exemple, qui est essentiel avec toutes ces personnes qui ont des difficultés soit cognitives, soit sensorielles, où là, on a quand même été confronté à de réelles limites à l'utilisation, ne serait-ce que des tablettes et ce toucher, on voit bien comme il est essentiel quand on remet les enfants avec des parents en présence. Un des besoins presque primaires, presque archaïques, c'est d'aller au contact, quoi. C'est la bise. Et je pense que ça, faut vraiment que ça soit transitoire parce qu'on a besoin d'être alimenté de ce contact physique.
Et il ne faudrait pas qu'on vive dans une société où le seul contact où on puisse avoir soit un contact de soins, par exemple, hein, mais qu'on reste aussi dans cette possibilité de se toucher parce que pour se faire plaisir et parce qu'on a envie d'enlacer ses proches. Voilà. Merci beaucoup. Alors oui, on le voit dans les commentaires. Odile dit ça n'est qu'un outil, et oui, c'est certain. Et attention à ce qu'on en fait, attention à ne pas marginaliser ceux qui ne sont pas à l'aise avec cet outil. Oui, et au-delà du fait d'être à l'aise, il y a la possibilité d'accès. Je suis comme Fabienne, je suis dans le Jura et je peux vous dire que tout le monde n'a pas accès à Internet dans le Jura, en tout cas dans de bonnes conditions, c'est certain. Alors, Véronique, dans le chat, nous dit qu'elle anime des ateliers d'inclusion numérique et que le problème, c'est la connectivité, on est d'accord. Et donc ça, c'est pour tout ce qui est technique, technologique. Et puis, comme le disait Magali Bonnet, l'ordinateur ne remplacera pas le lien réel, ce qui permet en fait le lien d'attachement, Magali Bonnet, dont on parlait au début. C'est un peu ça, la boucle, ce boucle-là. Exactement, c'est vraiment ça, c'est que le lien d'attachement, il se construit dans le rapport au corps et dans se toucher et dans les soins primaires. Tout à fait. Merci. On a perdu Denise. On a perdu Denise, oui, je vois ça. Je vais voir si ma collègue peut essayer de récupérer Denise quelque part pour qu'on puisse se dire au revoir. Est-ce que dans le chat, messieurs, dames, vous avez des questions, vous avez besoin de faire préciser certaines choses à Magali Bonnet ou à nos intervenantes? Je vous laisse le temps de taper. Oui, Fabienne, vous voulez préciser quelque chose? Oui, moi je pensais par rapport au présentiel, c'est indispensable, mais on est dans une civilisation maintenant où les enfants, plus ils ont fait d'études, plus ils s'éloignent. Dans le temps, les enfants restaient dans le même village, on avait été groupés. Maintenant, ça y est, c'est dispersé. Donc il faut absolument resserrer les liens du voisinage. Et on a tendance à penser que le voisin, c'est pas quelqu'un qui peut être par référent une figure d'attachement. Et je pense que il faut absolument resserrer ces liens de voisinage parce qu'on n'a plus nos enfants. C'est autrement qu'il faut créer des liens. Parce que nos enfants, on les aura en visio ou tous les 2 mois. Donc, je pense que les liens de voisinage, il faut vraiment les créer. J'ai une amie qui a placé son mari à Alzheimer, qui a mon âge, elle a 70 ans. Elle a placé son mari en Alzheimer au premier confinement parce que c'était plus vivable toute seule toute la journée avec un Alzheimer en premier confinement. Et là, on a vu la richesse des liens qu'elle avait par téléphone. C'est une femme seule, ses enfants sont loin, et heureusement, elle avait des amis, mais très profonds, dont nous. Et on a vraiment soutenu cette femme et cet homme, parce qu'il fallait le soutenir aussi, parce que quelque part, Alzheimer, on est conscient, il y a des consciences. Et j'ai trouvé que la richesse du lien voisin ou amical est énorme, quoi. Et je pense que nous, à nos âges, il faut vraiment qu'on cultive, qu'on fasse la liste des amis qui sont très précieux, quoi. Oui. Merci Fabienne, merci beaucoup. Corinne dit que les proches aidants ont été très impactés, c'est certain. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Alors, avant de résumer tout notre échange qui fut fort intéressant, j'ai toutefois une dernière question. Nous parlions de projet, de l'après. Mesdames, ma question est celle-ci et ce sera la dernière. Quels sont vos projets pour la suite? René. Pour la suite, je voudrais déjà avoir mon opération. Ah ouais. Voilà. Quand j'aurai mon opération, j'irai mieux. Je pourrai mieux me servir aussi de mon ordinateur. Je ne tremblerai plus. Enfin, On vous le j'espère. souhaite vraiment alors, René. Voilà. Donc c'est ça mon but actuellement. Après, je verrai. Après, j'aimerais reprendre mes treks, j'aimerais pouvoir, mais je ne sais pas comment sera ma santé. On vous souhaite qu'elle soit pour le mieux. Alors, Merci. Denise, vous revoilà parmi nous. Nous sommes ravis. Et si vous arrivez à allumer votre micro, je veux bien que vous me racontiez de quoi demain sera fait chez vous. Ah, on ne vous entend pas, Denise. Denise, vous n'avez pas allumé votre micro. Voilà, vous êtes parti. Ah, ça y est.
Ouais. Encore 1 heure, puis ça va. Oui, mais de voir mes petits-enfants, puis mes arrières, hein, parce qu'ils sont loin, hein. Marseille, Saint-Marin, enfin, La Plagne, vraiment, ils sont éloignés. Alors, je les vois pas souvent. Hein. Puis là, avec le confinement, ça a été, je les ai pas vus, quoi. Hein. Enfin, je les voyais quand même au WhatsApp, hein. Sur WhatsApp, alors c'était déjà bien. Et puis voilà, puis bon, espérons qu'on puisse revivre quand même comme il faut, à pouvoir sortir, hein, sans être toujours hein, en souci, si on peut dire entre parenthèses. Voilà. Oh, ça va venir, oui, hein, ça va être bon. On espère, on croise les doigts. Oui, oui, mon favori. Hein. Merci beaucoup, Denise. Et donc, j'entends, vous, ce projet de revoir la famille, pardon. Et vous, Fabienne? Comment? Je m'adresse à Fabienne. Pardon, Denise. Ah, pardon. Je vous en prie. Ben, moi, ça y est, c'est parti, plein de projets. Alors, le premier, on va partir au bord du lac Léman. On va emmener le petit-fils qui a 10-16 ans, s'il veut bien. On va aller voir le musée Charlot, Charlie Chaplin à Vevey. On va monter dans la montagne, faire du vélo électrique, peut-être du bateau, je sais pas. Ça dépendra des sous, comme on disait. Hein, parce qu'on va en caravane, hein, caravane étendre, donc il faut qu'il fasse beau. Après, j'ai préparé une fête, une centaine de personnes le 17 octobre. J'espère que ça ira. Croise les doigts. Une fête de famille le 31 octobre, avec tous les cousins germains de tous les côtés. Donc, entre une cinquantaine. Donc, vous voyez, ça part, c'est parti. Après, avec le village, bah, ça y est, le programme est fait avec les membres du CA. On a fait le programme de l'hiver et de l'été. Donc, encore plein d'activités qui démarrent. La marche, la gym, le théâtre. Il y a beaucoup d'activités. Et voilà, bon, bah écoute, comme j'espère que René sera en très bonne santé, nous aussi. Et puis Robocop, il va y aller, on va y arriver. Ça va marcher. Les médecins, ils peuvent se tromper, hein, mais ils sont super en général. Regardez, ça ne se voit pas, hein. Même fausse mâchoire. Donc, je pense qu'il faut être optimiste et faire des projets. Donc, c'est parti. Merci. Merci beaucoup, Fabienne. Merci beaucoup, mesdames. Magali Bonnet, je vous laisse la parole pour conclure. Oui, eh bien, en 2 mots, déjà, bien valoriser le fait que toutes les 3, quand on vous demande vos projets, vous avez des projets en lien avec les liens sociaux, justement. Je crois qu'il y a vraiment ce besoin de se réunir à nouveau, d'être alimenté par les autres et de pouvoir aussi partager tout simplement ces liens sociaux. Et puis, moi, j'aimerais terminer peut-être en pointant et en allant à l'encontre, encore une fois, de ce qu'on a beaucoup entendu depuis 15 mois. Vous l'aviez évoqué, et ça sera sans doute l'objet de la prochaine conférence, mais il y a eu tout un discours, hein, même une opposition de génération où on a voulu nous faire croire que finalement ce public des plus de 70 ans est extrêmement vulnérable, ce qui d'ailleurs a renforcé des attitudes un peu infantilisantes à l'égard des plus de 70 ans, et je ne sais pas trop comment ça a été vécu, mais j'imagine jusqu'à ce qu'à un moment donné on nous dise que finalement ces personnes âgées devaient rester chez elles pour que les jeunes, eux, puissent vivre eux, normalement, quoi, et que on en arrivait à une sorte d'ostracisme terrible. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement violent. Et aujourd'hui, avec vos témoignages, eh bien, vous montrez au contraire comment vous avez pu traverser ces 15 mois, et aujourd'hui vous avez toutes les 3 avec un vécu et une histoire différente, et des perspectives de projets, et voilà, c'est agréable à entendre, et je pense que ça fait contrepoids aussi avec cette image parfois négative qu'on peut avoir des personnes de plus de 65 ans dans notre pays. Donc merci mesdames. Merci à vous, Magali Bonnet. Merci à tous. Alors, mes collègues dans le chat sont en train de vous le redire. Nous nous retrouverons le 11 juin avec Magali Bonnet et Serge Guérin, sociologue, pour donner une suite à cette webconférence. Et puis, vous remercier sincèrement toutes les 4. Merci pour vos témoignages, mesdames. Merci pour votre regard, Magali Bonnet. Il nous reste 1 minute.
si vous avez des questions, c'est le moment. Et je voulais juste reprendre le commentaire de Véronique qui disait que on ne concerte pas toujours la personne âgée, senior. Alors là, c'était pour l'achat de matériel informatique, mais plus largement. Et je crois que c'est ce qu'on pourrait retenir de cette webconférence, c'est que nous sommes tous différents face aux événements et que peut-être la solution, c'est de nous demander notre avis à tous pour savoir de quoi nous avons besoin et de quoi nous avons envie. Mesdames, je vais vous laisser dans le chat. Vous allez retrouver le questionnaire de satisfaction de cette webconférence. Ma collègue Cindy Pézin vient de le partager. N'hésitez pas, ça nous donne une idée de comment retravailler nos webconférences. Merci à vous pour vos participations à toutes. Denise, ce fut un plaisir d'entendre votre rire. Fabienne, merci pour votre témoignage touchant. René, pareil, merci à vous beaucoup. Et puis, j'espère aussi que cette opération pourra avoir lieu très prochainement. Je vous dis à tous à très bientôt, 11 juin, j'espère. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Bonne fin de journée.